Et aujourd'hui, on commence une fois de plus avec une grosse actualité poignante. André, nous partons sur l'Iran. Nous partons sur l'Iran et nous partons plus précisément sur les détroits d'Ormuz. Regardez ces images, elles sont rapides. Regardez ces bateaux en train de traverser la partie la plus étroite d'Ormuz, justement, au moment où on disait que, vous voyez cela, les navires qui passent. Alors, alors, deux mots, je résume. D'abord, sur la foi d'une information que personne n'a vérifiée, on disait que la République islamique d'Iran allait faire passer les amis, le club privé des amis de la République islamique d'Iran, en faisant payer 2 millions de yuan ou 2 millions de dollars, je ne sais pas. En tout cas, c'est paru comme ça, mais ça n'a jamais été vraiment vérifié. Deuxièmement, les Américains disent « Ah ben écoutez, nous y allons ». Mais on leur dit « Il y a des mines ». Ils disent « Oui, peut-être il y a des mines, mais nous y allons quand même ». Alors, il y a cette espèce de formidable... si vous voulez, partie de poker menteur ou autre, s'il n'y avait pas des vies humaines en danger. Mais en deux mots, je rappelle rapidement, la marine américaine, dit Trump, mettra sous blocus tous les navires entrant ou sortant de détroit d'Ormuz. Nous mettons en place un blocus total. Nous n'autoriserons pas l'Iran à vendre du pétrole à ceux qui l'aiment et à en priver ceux qui ne l'aiment pas. Ce sera tout ou rien, dit Trump. Et il ajoute, à l'intention de la Chine, ah ben oui, mais la Chine qui a besoin, qui est 40% de ses importations passe par le détroit d'Ormuz, et d'ailleurs ça venait de l'Iran et du Venezuela, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, ils ajoutent, les Américains, qu'ils envoient les navires vers nous, qu'ils les envoient au Venezuela, nous avons trop de pétrole ici, nous le vendrons moins cher. Et voilà, il y a cette espèce d'affrontement. Qu'est-ce qui va se passer quand les bateaux chinois vont se présenter, blocus ou pas blocus? C'est actuellement, incontestablement, en début de semaine, et avant que le cessez-le-feu ne cesse ou pas, nous verrons ce cessez-le-feu. Emmanuel Razavi, bonjour. Bonjour André. Alors Emmanuel, je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs journaux, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain franco-iranien, vous avez écrit des livres tout à fait pénétrants sur ce qui se passe justement dans cette région-là, géopolitique au Moyen-Orient, Iran, et puis votre plus récent, La pieuvre de Téhéran, avec Jean-Marie Montali. La pieuvre de Téhéran, dites-moi, est-ce qu'elle prend la mer, est-ce qu'elle prend l'eau aujourd'hui ? Alors, petite parenthèse, on vient juste de sortir Paris-Téhéran, le grand dévoilement avec Jean-Marie Montali. Ah, exact. Mais alors, qui se collent évidemment les deux qui se suivent. Et oui. Votre question, elle est importante. Aujourd'hui, il y a un contexte qu'il faut bien regarder en face concernant la République islamique d'Iran. Oui. Vous avez de nombreuses infrastructures qui ont été détruites par les bombardements en fait américains et israéliens. Vous avez une partie des états-majors, le guide suprême Ali Khamenei, qui a été tué, un certain nombre de hauts commandants, de hauts généraux en fait du régime qui ont été tués dans un contexte économique qui est tragique. Il n'y a plus d'économie en fait, en Iran en tout cas pour les Iraniens. Ouais. Vous avez plus de 2/3 du pays qui n'a pas accès à l'eau potable, voire d'ailleurs à l'eau tout court dans certaines provinces. 2/3 du pays, vous dites, qui n'a pas accès à l'eau potable. Oui, c'est même plus de 2/3 du pays. Oui, actuellement c'est plus de 2/3 du pays. Vous avez en fait l'électricité qui est rationnée dans beaucoup de villes iraniennes. Vous avez plus d'un Iranien sur deux qui peine à se nourrir en fait 2 fois par jour. En clair, vous avez presque 2/3 de la population iranienne qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça, je dirais, c'est l'état des lieux sur ce qu'est en fait actuellement l'Iran. Pour autant, vous avez raison, vous parlez de la pieuvre. Exactement, donc la pieuvre, c'est le régime, en réalité, avec les gardiens de la révolution, leur proxy, évidemment, donc ces organisations terroristes. Emmanuel Razavi, juste un mot pour prolonger l'état des lieux, parce que c'est très intéressant, enfin c'est tristement et tragiquement intéressant. Mais qu'en est-il, alors vous dites, c'est la population qui vit effectivement 2/3 près de tout le seuil de pauvreté, et qu'en est-il alors, après tout ce qui s'est passé, donc depuis le 28 février, qu'en est-il de l'armée, des gardiens de la Révolution et, disons, des tentacules, je ne parle pas des proxys encore, des tentacules de la pieuvre, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont toujours aussi actifs, toujours aussi, ils tiennent toujours cette population, ou effectivement, il y a un changement là-dessus? Le régime aujourd'hui tient par une répression féroce. Mmh. Si vous voulez, le pays, vous savez que la moyenne d'âge en Iran, c'est 32 ans, et donc il y a une profonde rupture entre la jeunesse iranienne et le régime. Cette rupture, vous la retrouvez au sein de l'armée, y compris au sein des gardiens de la Révolution. Pour autant, les gardiens de la Révolution, c'est pas quelque chose d'homogène.
sein des gardiens de la Révolution, vous avez quasiment 50% des personnels qui sont composés de personnel administratif, de gens qui s'occupent de logistique, des engagés. Vous avez le service militaire en Iran, comme à l'époque chez nous. C'est un tirage au sort. Quand vous atteignez l'âge du service militaire, vous allez soit par tirage au sort dans l'armée nationale, soit dans le corps des gardiens de la Révolution. Ces gens-là, aujourd'hui, ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des gens de toute façon qui ont envie en fait d'une guerre avec les États-Unis ou Israël. Et c'est encore moins des gens qui ont envie de tirer en fait sur la population iranienne, parce que le régime mène une véritable guerre à sa population. Pourtant, vous avez quand même à la tête des gardiens de la Révolution, comment vous dire, des idéologues qui sont issus des ultra-conservateurs, idéologues issus de la révolution islamique de 79, qui considèrent que le moment, si vous voulez, de l'apocalypse est arrivé et que l'apocalypse se traduit par un conflit contre le mal sur Terre incarné par l'Amérique, ce sont leurs termes, et Israël. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'homogène et pour autant, on ne peut pas faire abstraction du fait qu'il y a à la tête quand même de ces gardiens de la Révolution des gens prêts à aller jusqu'au bout. Je discutais il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé pour le Figaro Magazine Mohsen Shazegara, vous savez, qui est l'un des fondateurs du corps des gardiens de la Révolution, qui m'expliquait qu'il y avait peu ou prou 10% en fait d'irréductibles au sein des gardiens qui ne lâcheraient jamais de façon extrêmement claire. Mais 10%, c'est une minorité quand même, on peut le dire. Oui, mais c'est une minorité, mais quand on sait que les gardiens de la Révolution, si vous voulez, ils sont composés peu ou prou de 160 à 180 000 hommes, vous pouvez vous dire que ça fait quand même quelques milliers en fait de gens qui sont prêts au pire. Et je vous rappelle, d'ailleurs, c'est important, que ces gens-là font appel à des miliciens qui viennent de l'extérieur. Ces dernières semaines, vous avez près de 50 000 miliciens. Alors, je suis très prudent sur les chiffres, mais c'est des estimations que l'on fait, mais qui paraissent tout à fait justes, qui arrivent d'Irak, qui sont arrivés en fait du Liban, d'Afghanistan, les fameux Fatemioun. Donc, c'est-à-dire que le régime renforce ses troupes avec des supplétifs venus de l'extérieur. Iran, Afghanistan, Irak, etc. Oui, c'est bien sûr. Et alors dans le rapport de force, alors justement, parlons de ça. C'est intéressant depuis hier. Donc, il y a eu les Jill Evans, les entretiens d'Islamabad se sont interrompus. Dit voilà, on a buté sur l'histoire de les Iraniens. Enfin, le régime ne veut pas céder sur le nucléaire, la possibilité d'avoir le nucléaire, disons l'arme nucléaire. Et tout de suite après, Trump qui dit écoutez, c'est comme ça, on bloque les droits d'Ormuz, on ne laissera pas entrer. C'est pas parce que si vous payez à l'Iran, c'est pas si vous payez à la République islamique, c'est pas comme ça que vous entrerez. Et donc, il y a ça et il y a tous les enjeux. Est-ce que, à votre avis, Emmanuel Razavi, ce qu'on peut voir, est-ce que sans se déplacer du terrain militaire au terrain économique, le militaire est toujours là, on le voit en tout cas au Liban et ailleurs, est-ce que cette espèce d'affrontement, est-ce que Trump n'est pas en train, en fait, aujourd'hui, de parler à la Chine beaucoup plus qu'à l'Iran ? Vous avez raison, c'est vraiment la question nécessaire à poser aujourd'hui, à aborder, parce que j'ai discuté ce week-end avec des fins connaisseurs, on dira des bons connaisseurs du dossier iranien qui interviennent régulièrement, qui se rendent régulièrement à la Maison-Blanche. Et la question est dans toutes les têtes. C'est est-ce qu'il n'est pas en train de faire en fait une partie de billard à trois bandes ? Vous parliez tout à l'heure de partie de poker menteur. Est-ce que l'une des cibles de Donald Trump aujourd'hui à travers l'Iran, ce n'est pas la Chine ? Je m'explique. C'est que les Chinois achètent du pétrole à vil prix à l'Iran. Ce pétrole, en fait, il est nécessaire aujourd'hui à l'industrie comme à l'armée en fait chinoise, en bloquant en fait le détroit d'Ormuz. Donc cette fois-ci, je rappelle que c'est les Américains qui disent qu'ils vont bloquer le détroit d'Ormuz. C'est empêcher en fait le pétrole iranien d'aller en direction de leurs amis, de leurs alliés, que sont notamment en fait les Chinois. Il faut se souvenir d'une chose, mais vous qui êtes un amateur d'histoire, vous le savez beaucoup mieux que moi. Le Japon, au début des années 40, est rentré en guerre parce que les Iraniens avaient opéré un blocus et les empêchait d'avoir accès en fait au pétrole, un pétrole qui était nécessaire aussi à leur fonctionnement industriel et à leur armée. On se retrouve un peu dans le même cas de figure. Pour autant, je vous décrivais tout à l'heure quand même une république islamique, un Iran qui est dévasté. Il ne faut pas oublier que la marine iranienne, elle est quasiment inexistante. Les Américains et les Israéliens, ils ont détruit quasiment l'entièreté en fait de la flotte iranienne. L'Iran n'a quasiment plus d'aviation. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on va voir dans cette partie, je reprends votre terme, vous m'en pardonnerez, mais il est très juste cette partie de poker menteur entre les États-Unis
et les mollahs, qui va avoir gain de cause en fait au final. Mais en tout cas, c'est un jeu extrêmement dangereux, assurément. Alors c'est intéressant parce que nous avons montré, vous savez, ces illustrations, regardez les photos de Trump, Xi Jinping, etc., enfin tout ce qu'il y a. Et alors, une chose aussi, parce que vous connaissez, vous aussi, je dirais mieux que tout le monde, en tout cas, au moins aussi bien que tout le monde, Emmanuel Razavi, la situation. Et deux choses qui sont très frappantes, c'est l'appel de Mohamed. Alors, il se dit, encore une fois, que Mohamed Ben Salman a beaucoup insisté auprès de Trump en disant, attention, pas cessez-le-feu permanent, ou en tout cas cessez-le-feu prolongé, cessez-le-feu très temporaire. Deuxièmement, il a annoncé que, ça y est, à travers l'Arabie Saoudite, le pipeline, on pourrait contourner, pas complètement bien sûr, chacun le sait, loin de là, le détroit d'Ormuz. Et enfin, vous avez vu la carte des Émirats Arabes Unis, on l'a aussi, entre Foujaïra, effectivement, et Oman. Chacun essaye de construire des alternatives et les plus... Et je dirais, peut-être pas les plus enthousiastes, mais en tout cas les moins retardataires, sont le Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc. Est-ce que ça va peser aussi assez largement dans la suite des événements? Ils sont pour le moins dynamiques, hein. Vous l'avez extrêmement bien expliqué. Et évidemment, oui, ils ont tout intérêt à cela parce que aujourd'hui, que ce soit aux Émirats Arabes Unis, vous savez, c'est une région que je connais bien, le détroit d'Ormuz, je l'ai traversé à plusieurs reprises. Oui. J'ai vécu dans le Golfe Persique pendant plusieurs années, je m'y rends régulièrement. Il y a une réalité, c'est que les Émiriens, je parle des Émirats Arabes Unis, comme les Saoudiens, l'Arabie Saoudite, en ont ras-le-bol des mollahs iraniens. Ils considèrent aujourd'hui que le régime iranien qui est acculé met très clairement en fait en danger l'ensemble des économies en fait du Golfe Persique. Bien sûr, il y a le pétrole, mais pas que ça. Il y a d'autres produits, d'autres les engrais, etc., etc. Ouais. Mais bien sûr, vous avez même des postes de télé. C'est de tout. Vous avez même de l'électroménager qui circule dans le Golfe Persique, si vous voulez, à bord des bateaux commerciaux, parfois en fait des boutres. Bref. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a une vraie menace en fait existentielle, d'autant que ces pays dont vous avez parlé également, ce sont des pays qui ont beaucoup de difficultés d'accès, si vous voulez, à l'eau potable. Ils utilisent en fait des entreprises, des usines en fait de dessalement pour pouvoir en fait avoir de l'eau qui soit de l'eau dessalée en fait potable. Aujourd'hui, l'Iran les menace très clairement en fait de bombardement en fait de ces usines en fait de dessalement, menace en fait de frapper, mais ça a déjà été le cas d'ailleurs, de frapper en fait certaines installations en fait énergétiques aussi dans leur pays. Donc ils veulent en terminer. Et alors qu'ils n'étaient pas du tout favorables à un conflit avec l'Iran, désormais, en fait, ils pressent Donald Trump, si vous voulez, d'en finir avec les mollahs, tout en trouvant les solutions. Et croyez-moi, ça ira vite parce que ce sont en fait des pays qui ont l'habitude, de fonctionner en fait dans l'urgence, de trouver des solutions en fait un peu hybrides, mais qui leur permettront d'exporter en tout cas à tout le moins leurs hydrocarbures par les moyens que vous avez rappelés en fait il y a quelques minutes. Donc on est dans quelque chose en fait qui ressemble à un bouleversement total évidemment des économies et de la géopolitique en fait du Golfe Persique qui impacte en même temps. Pas oublier que ces pays, ils travaillent énormément, ils font du business avec le monde entier, tant du côté chinois que du côté américain ou européen. On est en train d'assister à un basculement géopolitique, géoéconomique sans précédent. En tout cas, au moins depuis quelques décennies. Tout à fait, Emmanuel Razavi. Et alors, pour continuer, revenons un tout petit peu chez nous. C'est intéressant de voir, alors vous savez, on va en parler des coups de fil qu'a donné Emmanuel Macron un peu partout, mais là, il vient de faire un tweet. C'est très intéressant qu'il vient de faire, là, il y a un quart d'heure qu'il a posté sur X. Et je vous le lis parce que c'est très intéressant de voir, en fait, où en est, en tout cas, l'Europe en général, l'Europe de l'Ouest en général, et la France en particulier. Voici ce que dit Emmanuel Macron. Aucun effort ne doit être ménagé pour parvenir rapidement à un règlement solide et durable du conflit au Moyen-Orient. Très bien. Un règlement qui permettra de doter la région d'un cadre robuste. Toutes les questions de fond soient adressées. Bon, je vais très vite, etc. Alors, que le Liban, que l'Iran retrouve le chemin de la paix, etc., détroit d'Ormuz. Mais c'est intéressant. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Alors, oui, très bien, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, il écrit « La France est prête à y prendre toute sa part, comme elle s'y emploie avec constance depuis le premier jour du conflit. » Oui, certes. Alors,
C'est toujours Emmanuel Macron qui écrit. S'agissant du détroit d'Ormuz, nous organiserons avec le Royaume-Uni dans les tout prochains jours une conférence avec les pays prêts à contribuer à nos côtés à une mission multinationale pacifique destinée à restaurer la libération de navigation dans le détroit. Cette mission strictement défensive et distincte des belligérants aura vocation à se déployer dès que la situation le permettra. C'est quand même hallucinant. Vous et moi, on vient de parler de ce qui se passe, et là, eh bien, ils vont organiser une conférence, évidemment, du point de vue strictement défensif. Qu'est-ce que ça dit de la situation de l'Europe en général et de notre pays en particulier ? Écoutez, vous l'avez bien vu, hein, Donald Trump, il a demandé la permission à personne lorsqu'il a décidé, en tout cas pas à l'Europe, lorsqu'il a décidé d'intervenir contre l'Iran aux côtés des Israéliens. Il a, je dirais, complètement court-circuité. L'Europe, elle est out aujourd'hui. Je pense que la France, très clairement, alors pas entièrement out parce que la France a quand même des accords, de défense avec des pays comme les Émirats Arabes Unis, notamment, et que elle a participé à la défense via notre aviation des Émirats Arabes Unis. Hein. Vous savez, nos avions ont détruit des drones qui attaquaient, des drones iraniens qui étaient lancés contre les Émirats Arabes Unis, notamment. Voilà. Mais politiquement, géopolitiquement, aujourd'hui, on est un petit peu out. La réalité, c'est que ce régime iranien fait peur à l'Europe. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Europe est menacée par le terrorisme iranien et que l'ensemble des États, européens, en tout cas la majeure partie, craignent clairement cela. La France en tête parce que la France est sans doute un des pays les plus ciblés par le terrorisme iranien. Après, sur les décisions, si vous voulez, d'aider à assurer la libre navigation dans les eaux du Golfe. Je voudrais rappeler pour vos auditeurs une chose, parce qu'on parle du détroit d'Ormuz, il faut bien que les gens comprennent ce que c'est. Le détroit d'Ormuz, c'est un détroit qui donne l'accès depuis le Golfe Persique, si vous voulez, à l'océan Indien. Donc, qui permet depuis le Golfe Persique à l'ensemble des pays, des pétromonarchies du Golfe, de distribuer leur Golfe ou leur pétrole, leurs hydrocarbures dans l'ensemble du monde entier, que ce soit l'Occident, comme l'Asie, etc. Mais ça fait déjà plusieurs années que la France, avec d'autres pays européens, participe, si vous voulez, à la protection de navires commerciaux, de tankers dans les eaux du Golfe. Assurer la libre navigation, si vous voulez, des navires commerciaux dans le Golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, ça fait belle lurette qu'on le fait. Donc parler de ça, si vous voulez, c'est ni plus ni moins qu'annoncer qu'on va faire ce qu'on faisait déjà il y a un an, 2 ans, 3 ans. Oui, parce qu'il parle de conférence, faire une conférence. Mais est-ce qu'on en est là ? Je veux dire, non, mais il y a quand même quelque chose, Emmanuel Razavi. Comme vous dites, on le sait, ça, c'est pas nouveau, c'est toujours. Mais vu la situation, vu quand même, il y a 2 choses aujourd'hui, juste rapidement. Donald Trump dit, oui, on va tout bloquer. La Chine, est-ce qu'elle va accepter que tout soit bloqué ou pas? Je veux dire, ça va être très intéressant. Et pendant ce temps-là, l'Europe dit, oui, écoutez, nous, on va faire ce qu'on a fait, on va faire une conférence strictement défensive, et il ajoute, moi, c'est cette phrase qui m'a absolument frappé, cette mission strictement défensive est distincte des belligérants. Mais aujourd'hui, dans les choses étant ce qu'elles sont, est-ce qu'on peut être distinct des belligérants? Je ne sais pas. Alors, vous avez raison de poser la question comme ça. En fait, on ne devrait pas. On ne devrait pas parce que nous avons d'abord des accords avec les États-Unis qui est supposé être un pays allié. Oui, et donc, il est quand même étrange. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'on était en train de redéfinir la géopolitique dans cette région, mais même la géopolitique mondiale et les accords au niveau mondial depuis quasiment les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, alors on peut comprendre l'attitude rétive d'Emmanuel Macron. On n'a pas été consulté lorsque Trump a décidé d'aller bombarder l'Iran. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, peut-être faudrait-il dépasser cela, appuyer nos alliés, que sont les Américains, parce que jusqu'à aujourd'hui, sauf à ce qu'il y ait quelque chose qui m'est échappé ces dernières minutes, les États-Unis restent notre allié. Nous demeurons l'allié des États-Unis. Je parle de la France, mais plus généralement de plusieurs pays d'Europe. Il y a le traité de l'OTAN qui existe aussi. Donc aujourd'hui, peut-être que ces conférences, elles sont peut-être hors piste, pour ne pas dire hors sujet, quand on devrait, puisqu'en la conférence, elle va avoir lieu sur quelque chose qui existe déjà ou qui a déjà existé. La réalité, c'est aujourd'hui d'anticiper ce qui va arriver et de savoir aujourd'hui si nous ne devrions pas soutenir notre allié ou nos alliés, parce qu'il faut parler d'Israël aussi, face aujourd'hui au régime des Mollahs, qui menace les équilibres mondiaux, économiques, mais qui nous menace aussi par la terreur. Je vous rappelle que depuis le début du conflit, j'en sais quelque chose pour faire partie de ces gens-là,
vous avez près d'une dizaine de citoyens français qui sont sous protection policière en raison des menaces terroristes iraniennes. J'en fais partie. Vous l'êtes vous-même, D'accord. oui, c'est ça. Oui, je le suis moi-même depuis un mois et demi, depuis le début du conflit quasiment. La vraie question aujourd'hui, en raison des enquêtes, tout simplement, que je publie dans les grands médias, comment la France peut-elle en être encore, si vous voulez, à faire des conférences sur des choses qui sont encore une fois un peu hors sujet puisque elles existaient déjà, et ne pas se préparer peut-être à un conflit qui est dans toutes les têtes et peut-être un conflit qui est en train d'arriver. Les enjeux vont bien au-delà aujourd'hui, si vous voulez, du détroit d'Ormuz. Évidemment, c'est le détroit d'Ormuz et son blocage, son double blocage iranien et américain, qui peut avoir des conséquences. Mais ça va au-delà, ça va bien au-delà. Mais ça va bien au-delà aujourd'hui, bien sûr. Il faut se préparer à cela. Bon, soyons concrets et honnêtes, nos militaires quand même s'y préparent. Nous avons des états-majors quand même sérieux qui s'y préparent largement. Voilà. Mais on a l'impression qu'il y a un petit décrochage politique, pour dire les choses, par rapport à la situation, je dirais, géostratégique. Pour dire les choses, effectivement, poliment, mais effectivement, on peut s'en préoccuper. Merci pour vos éclaircissements, Emmanuel Razavi. Je rappelle effectivement votre plus récent livre. Redites-moi le titre parce que je ne l'ai pas devant moi. Paris-Téhéran, le grand dévoilement. Voilà, Paris-Téhéran, le grand dévoilement. Et il ne fait que continuer le grand dévoilement, donc lisez aussi ce livre.